Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout d'abord, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, je vais vous présenter rapidement. Vous vous appelez Pierre Delauzin, vous êtes un ancien élève de l'école polytechnique et de l'ENA. Vous avez travaillé dans la banque et la finance, et en tant qu'intellectuel, vous vous positionnez sur des questions économiques, mais pas seulement, également des questions donc de finance, mais politiques, philosophiques et religieuses. Alors, avant d'aborder les sujets économiques liés à la primaire de la droite et du centre, accepteriez-vous de répondre à des questions d'ordre plus général? Oui, bonjour, bien volontiers. Euh, la première question serait, que pensez-vous du mécanisme de la primaire en lui-même? Et à votre avis, que révèle-t-il ou ne révèle-t-il pas du climat politique et institutionnel de notre pays? Le mécanisme de la primaire en soi ne me paraît pas donner des résultats extrêmement convaincants. Il tend à diviser chacun des camps avant la victoire finale. Et deuxièmement, il ne permet pas, à mon avis, de dégager très clairement les grandes questions, ou en tout cas pas suffisamment. D'autre part, si on devait le maintenir, il faudrait probablement le rationaliser, puisque par exemple, on ne sait pas exactement quelle est la population qui va voter dans quel sens. Je rappelle qu'aux États-Unis, les personnes sont enregistrées comme républicains ou démocrates. Et donc on sait exactement la population enregistrée comme républicain ou démocrate. Là, on ne sait pas bien qui va voter, y compris de gens d'autres partis, quel que soit sur la droite ou sur la gauche. Donc ça ne me paraît pas un mécanisme extrêmement convaincant. Et par rapport au mode de scrutin français qui a 2 tours au contraire de celui américain, est-ce que la primaire, à votre avis, est une bonne chose? Parce que en fait, ça fait 4 tours au lieu de 2. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Ça rajoute encore effectivement à la complexité. Je pense qu'il faudrait notamment essayer de distinguer la représentation des courants qui devrait plutôt se faire à l'intérieur d'une sorte de parlement du parti considéré, que ce soit les républicains, les socialistes ou d'autres, et de l'autre côté la question du choix pour la présidentielle qui n'est pas exactement la même. Là, les électeurs hésitent entre deux stratégies. Je vote pour quelqu'un pour montrer que je suis d'accord avec lui fondamentalement, ou je vote pour quelqu'un parce que je pense qu'il a des chances. Et donc, tiens, puisque vous en parlez, est-ce que vous pensez que le vote utile est une meilleure stratégie que le vote dit de conviction? C'est difficile de répondre pour tout le monde puisqu'on a mélangé les deux dans le mécanisme. Je tendrais à penser qu'il y a intérêt peut-être à primer le vote utile, mais c'est une impression. Il y a beaucoup d'arguments qui iront en sens inverse. C'est vrai que le vote de conviction peut permettre de pousser sur une idée de manière beaucoup plus claire que sur un vote utile. Mais d'un autre côté, si vous vous dispersez, le vote utile ira dans l'autre sens. Donc, dans le doute entre les deux, je serais plutôt sur le vote utile, mais sans être totalement convaincu. Merci beaucoup. Deuxièmement, à votre avis, quelle est la place que les débats économiques devraient avoir actuellement dans la primaire, mais aussi dans la politique en général? Autrement dit, quelle est l'importance des sujets économiques relativement à d'autres sujets comme l'identité, l'immigration, les questions dites sociétales, la politique étrangère? En fait, l'économie est-elle le débat prioritaire ou y en a-t-il de plus urgent? Comment la classez-vous? Alors, c'est un des débats prioritaires, mais ça ne peut pas être le seul débat, d'abord. Ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas la séparer des autres débats. Vous ne pouvez pas parler de l'économie sans parler de l'Europe, puisqu'une partie importante du cadre d'action économique est définie en Europe. Donc vous devez parler de l'Europe aussi. Mais vous devez aussi parler, par exemple, de ce qu'on appelle l'identité, qui est la question du rôle de la nation ou de l'action commune. Il est évident que l'économie, si vous la limitez à des questions de chiffres, sur je vais faire plus ou moins d'économie ici ou là, vous n'êtes pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même le projet collectif. Donc il croit qu'il faut rabattre la précaution proprement économique et les autres sujets particuliers sur cette question du projet collectif qui me paraît plus importante parce que plus centrale, plus fêtière. Mais justement d'ailleurs, dans les débats de la primaire actuellement, les positions économiques des candidats sont assez similaires et elles tendent à épouser un peu cette forme dans les débats que vous évoquez, c'est-à-dire des propositions sur des chiffres, des nuances, des variations sur des modalités, mais qui sont un peu dans une même vision. Alors globalement, les candidats parlent de baisse des impôts et surtout des charges sur les entreprises, tout en promettant une baisse des déficits publics,
Donc, pour concilier les deux, ils tablent sur une baisse des dépenses publiques, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours la partie la plus détaillée de leur programme. Pensez-vous qu'une telle politique, si elle était appliquée, aurait un impact économique et social positif? Alors, je pense que ces idées-là, ce ne sont pas des idées fausses en elles-mêmes, en ce sens que la dépense publique en France est beaucoup plus élevée qu'ailleurs, que nous avons un déficit qui n'est pas tenable. Les gens protestent contre le poids des marchés financiers, mais s'ils n'aiment pas les marchés financiers, il ne faut pas emprunter. Il ne faut pas emprunter, il ne faut pas avoir de déficit. Donc tout ça est plein de bon sens. Simplement, il y a une erreur de base qui est précisément de ne pas s'insérer dans le cadre du projet que l'on défend. Je prends un exemple concret qui est un budget de dépenses majeur, qui est l'éducation. Le problème numéro un n'est pas de savoir je vais augmenter le budget de l'éducation de temps ou je vais le baisser de temps. Donc logiquement, il devrait le baisser dans la logique de ce qui a été annoncé. Le principal n'est pas ça, c'est le principal comment j'organise l'éducation. Or, l'éducation en France est organisée d'une manière totalement aberrante, qui n'existe dans aucun pays. C'est-à-dire, moi j'appelle ça la dernière institution soviétique qui subsiste. C'est organisé sur un modèle soviétique, c'est-à-dire totalement centralisé. On l'a vu avec les nouveaux programmes. Les uns défendent les programmes du ministre, les autres l'attaquent violemment. Les gens ne voient pas que le problème fondamental, c'est que c'est le ministre qui décide pour tout, pour des millions et des millions d'élèves. C'est une aberration complète. Donc l'objectif principal d'une réforme de l'éducation, c'est une formidable liberté à donner, non pas d'ailleurs à des écoles de type commercial, mais à des écoles où, soit dans le contexte public, soit des écoles privées, mais ayant les moyens de leur développement, c'est-à-dire où une partie des impôts payés par tout le monde sert aussi à ces écoles pour se développer, se financer, et pour qu'il y ait accès à tous à ces écoles. Donc, de permettre à toutes ces écoles, ou privées ou publiques, beaucoup plus autonomes et décentralisées, il faut aller beaucoup plus loin, évidemment, que ce que recommandent les candidats. Les candidats font de la déconcentration, comme on disait dans le langage administratif. C'est-à-dire que dans le cas de l'éducation nationale, on donne un peu plus de pouvoir, notamment aux patrons d'établissement, qui est une très bonne idée en soi, mais c'est tout à fait insuffisant. En réalité, l'établissement doit devenir beaucoup plus largement autonome. De manière générale, d'ailleurs, les candidats, quand ils parlent de réduction des dépenses publiques, voient, pour ne pas effrayer peut-être la gauche et puis certains secteurs de l'électorat, ils disent qu'ils ne toucheront pas à l'éducation nationale, à l'armée, au ministère régalien. Alors, pour l'armée et le ministère régalien, c'est clair, la logique, c'est une augmentation. Dans un projet collectif national, on voit bien que le budget de la justice ou de la police ou les budgets de l'armée sont tout à fait insuffisants. Ils ont été, notamment celui de l'armée, réduits à des dimensions extrêmement choquantes. Donc on voit bien qu'il y a des dépenses qu'il faut augmenter. L'éducation, c'est clair, il ne s'agit pas de le sanctuariser, il s'agit de viser autre chose. Moi, je suis convaincu que si c'est organisé de manière beaucoup plus décentralisée, et l'expérience des écoles privées le montre, on peut avoir une meilleure qualité pour une dépense beaucoup plus faible. La France dépense beaucoup pour l'éducation. Mais on doit pouvoir à la fois faire des économies et libérer les énergies. Mais le point numéro un, c'est bien libérer les énergies. Alors on va passer à une autre question économique, mais que vous avez un peu brièvement abordée quand on a parlé de la dette publique, que pour vous il faut absolument réduire, surtout le déficit. Ça pose la question des marchés financiers et de leur place. Et aucun candidat ne semble faire de la régulation de la haute banque et de la haute finance un de ses chevaux de bataille. Que pensez-vous de la question de la régulation de ces milieux-là, vous qui connaissez les problématiques? Et à votre avis, les leçons de la crise de 2008 ont-elles été tirées? Si les candidats n'en parlent pas beaucoup, il y a plusieurs raisons. La première, évidemment, qui est très pratique, c'est que c'est des dossiers compliqués et techniques et qui ne passionnent personne en dehors des crises. Comme la crise s'est produite il y a maintenant 8 ans et c'est moins immédiatement présent à l'esprit, il est clair qu'on ne peut pas avoir un gros succès d'audience à passer un quart d'heure à expliquer des mécanismes financiers compliqués. Donc il est très compréhensible pour des raisons purement pratiques que les candidats n'en parlent pas. Une deuxième raison également pratique, c'est que pour l'essentiel, les réformes et les mesures qui sont prises sont discutées ou au niveau international,
notamment au comité de Bâle ou au niveau européen. Et donc c'est à un niveau qui est tellement plus vaste et où notre voix est forcément une parmi beaucoup d'autres que c'est probablement pas très rentable d'aller parler de ça dans un débat proprement national. Il n'empêche que c'est des questions importantes. Il est clair qu'il y a eu des réformes importantes qui ont été faites en 2008. Il y aurait probablement à continuer à réfléchir sur un certain nombre de dimensions. Mais là aussi, en dehors de la pure technique, ça se relie à une question de projet collectif. Il est bien évident que si vous restez dans un contexte, on va en revenir à l'Europe, mais si vous restez dans un contexte où les décisions sont prises au niveau où elles le sont, et c'est au niveau mondial ou au niveau de l'Europe, ce que l'on peut faire spécifiquement en France est évidemment beaucoup plus limité. Et alors, une autre question qui est un peu qui rejoint aussi cet aspect du déficit, c'est la régulation du déficit par la... Alors, je ne connais pas ces dossiers aussi bien que vous, mais il est possible, du moins ce que j'ai compris, de supprimer la question du déficit en faisant en sorte que l'État emprunte à la Banque centrale, en l'occurrence française, enfin, qui quitterait l'Union européenne, afin de financer lui-même son propre déficit, afin que la création monétaire, en fait, ne profite pas aux banques, mais à l'État lui-même. Ben, ça suppose évidemment d'abord, pour que ça puisse être envisagé même une seconde, d'avoir une banque centrale purement nationale. C'est clair. Ce n'est pas possible dans le contexte européen du tout. Il est totalement hors de question que nos partenaires rentrent dans cette voie-là. Alors, ceci dit, cette voie apparaît simple. Si on est allé progressivement dans la voie inverse, c'est pour une raison claire, c'est que si la Banque centrale est à la botte du gouvernement et que le gouvernement peut financer ses déficits sans faire le moindre effort en faisant de la création monétaire, il est évident qu'il fera de la création monétaire à tour de bras. Et la création monétaire à tour de bras, ça veut dire à un moment donné la monnaie dérape et l'inflation et ensuite l'hyperinflation. Tous les pays qui ont essayé ce genre de réforme, à un moment donné, le système politique lâche du lest. Parce qu'actuellement, les gens se disent que la création monétaire par les banques, c'est en partie une illusion. Bien sûr, c'est une partie importante de la création monétaire est faite dans le crédit. Mais la banque ne le crée pas sans responsabilité. Elle doit après justifier que le crédit qu'elle a fait est un crédit remboursable. Et donc, sinon, elle n'a plus la confiance des marchés et elle disparaît. Deuxièmement, la création monétaire par les banques est totalement contrôlée par la Banque centrale. Donc le véritable responsable de la création monétaire, ce n'est pas les banques commerciales, c'est la Banque centrale. Et actuellement, notamment, où les banques centrales, en particulier la BCE, sont extrêmement actives sur les marchés, en achetant à tour de bras des obligations. Donc en un sens, ils font presque ce qu'on dit qu'ils feraient. Mais ils le font en ayant assumé le risque d'une création monétaire importante. Je pense que c'est un danger, c'est un risque élevé. Vous êtes pour une orthodoxie à ce niveau-là ? Je pense qu'il faut être plutôt orthodoxe à ce niveau-là pour des raisons de simple bon sens. Si on avait découvert la potion magique qui permettait de dépenser sans aucune limite par uniquement la planche à billets, ce serait un vrai miracle. Mais la planche à billets ne crée pas des nouvelles ressources. Donc si vous augmentez la quantité d'argent, mais pas vous ne pouvez pas avoir le même baguette magique sur les réalités matérielles, ben, il y aura beaucoup plus d'argent pour les mêmes réalités matérielles et donc les prix montent, c'est évident. Mais alors on pourrait vous répondre que beaucoup d'entreprises et de création de richesses sont financées par le crédit et ensuite le crédit est remboursé, donc la création monétaire s'est vue compensée en fait par une création de richesse et que du coup cette création de richesse par le crédit pourrait être assumée par l'État afin que le profit lié au crédit vienne à la collectivité. Oui, mais la différence, c'est que la création de richesse par une entreprise, c'est immédiatement vérifiable par le simple fait que l'entreprise rembourse. Dans le cas de l'État, si l'État rembourse par une nouvelle création de crédit et ainsi de suite, ça s'appelle de la cavalerie. Donc vous pensez que l'État n'est pas assez... L'État, ce que l'État crée peut être parfaitement financé par un moyen qui est beaucoup plus simple, qui s'appelle l'impôt. Ça a été fait pour ça. Ou les revenus domaniaux autrefois, mais enfin maintenant c'est essentiellement par l'impôt. Donc l'État doit assumer ses dépenses. Moi je pense que la dette publique, plus généralement, doit être prohibée.
sauf dans les cas où il s'agit d'activités qui précisément créent leur propre remboursement, comme c'est le cas dans les entreprises. Mais si j'investis sur le long terme dans l'éducation ou sur des causes communes comme l'armée, comme je le disais, c'est effectivement une cause tout à fait justifiée, mais le fait de créer une armée un peu plus grosse, ça ne va pas vous permettre le remboursement. Ça ne crée pas de richesse en face. Si vous avez une éducation qui est meilleure, vous aurez le résultat dans 20 ans ou dans 30 ans. Et donc, ce n'est pas un horizon qui vous permet de rembourser. C'est de notre ordre. Donc, il faut le financer par l'impôt. Merci beaucoup. Alors, une autre question, un autre sujet, mais qui est bien sûr lié. Je vais poser la question de manière assez simple, et puis vous répondrez, vous interprétez comme vous voudrez. Donc, après le Brexit, faut-il quitter l'Union européenne ou bien la réformer? Il y a une troisième possibilité qui est de faire encore plus d'Europe, qui est une hypothèse qui est soulignée par beaucoup d'européistes, et notamment qui est une idée dominante dans les milieux gouvernementaux, médiatiques. Je pense qu'il n'y a absolument pas la base politique pour faire ça. C'est-à-dire que la base politique est en principe démocratique dans notre système et la démocratie est nationale. Et donc, on ne peut pas aller se détacher de cette base-là d'une manière excessive. Il me semble que l'Europe s'est trop détachée de cette base-là pour le moment. Et donc, à vouloir rajouter une couche, c'est certainement pas ce qu'il faut faire. Il faut probablement aller en sens inverse, c'est-à-dire admettre qu'on est arrivé à une limite et qu'il faut plutôt redonner du pouvoir au niveau national ou redonner de l'autonomie et ne pas forcer sur ce terrain politique en demandant à la base politique européenne plus que ce qu'elle peut donner. Elle est beaucoup trop faible. Il n'y a pas de sentiment public européen. D'ailleurs, il n'y a aucun débat politique pan-européen au niveau de la population. Tout le débat politique, si on prend la France, c'est vrai, mais c'est vrai des autres, se déroule au niveau national. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut revenir. Et alors, l'élection récente de M. Trump doit nous rappeler ce principe. On peut penser ce qu'on veut, mais le fait est qu'il y a un ressort de rappel dans la population qui élit les dirigeants, qui est un ressort de rappel majeur. Là, actuellement, on a beaucoup trop tiré sur la corde. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à chercher dans le sens d'une réforme de l'Union européenne, parce qu'il y a quand même des choses en commun qu'il est bon de faire en commun. Et il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas à faire en commun. Je prends par exemple ce qui est défense, il peut être utile de coopérer à l'occasion, mais nous avons des conceptions tellement différentes en matière de politique étrangère et un degré d'engagement tellement différent en matière militaire que ça n'a aucun sens de vouloir faire quelque chose à un niveau pan-européen, sauf encore une fois de coopération sur des armements ou des actions communes cas par cas. Mais globalement, c'est au niveau national. Si ce genre d'évolution n'est pas possible, c'est là où il peut y avoir à examiner la sortie. Mais la sortie, comme le montre l'exemple britannique, est une opération forcément assez violente et où on perd des éléments de coopération. Donc, à mon sens, la priorité devrait être plutôt à la réforme. Très bien. Et donc, par exemple, pour l'euro, vous êtes favorable au maintien donc, de cette devise? Pour l'euro, c'est très clair. Je pense que l'euro a été une grave erreur. Ce n'était pas une erreur faite par des économistes ou des financiers, puisque les économistes étaient plutôt réticents, expliquant qu'il n'y avait pas la base pour une monnaie commune. Et ils avaient raison. Comment ça s'est vérifié? Donc, je pense que ça a été certainement une erreur. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus pour ceux qui nous écoutent pourquoi l'euro n'est pas une monnaie idéale? Nous le voyons, ce n'est pas l'euro en particulier, techniquement ça a été bien fait, mais l'avoir une monnaie commune quand vous avez des politiques extrêmement différentes et quand vous n'avez aucune forme de redistribution au niveau de l'espace que vous considérez, ça pose un problème très très sérieux. On l'a vu là tout récemment avec la crise il y a quelques années, notamment dans le cas de la Grèce, il n'y a pas de redistribution. Quand vous avez un ajustement dans un espace, par exemple les États-Unis ou même la France à un niveau plus petit, si vous avez un ajustement défavorable à la Bretagne, il y a une redistribution fiscale qui fait que tout un ensemble de services continue à être assuré en Bretagne. Et inversement, si ça devient important, vous pouvez avoir des Bretons qui partent et qui vont à Paris.
ne seront pas très, très contents, ou ailleurs dans une autre région, mais ils ne se sentiront pas aller dans un monde radicalement différent. Un Grec qui va aller travailler en Allemagne change complètement de monde. Et il n'y a aucune solidarité économique qui fait que l'Allemagne paye une partie des services publics en Grèce. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas cette redistribution-là, les ajustements, comme on dit économiquement, c'est-à-dire des mesures généralement assez dures, sont plus dures et elles sont prises de manière plus brutale. Une autre raison, c'est que quand vous avez la même monnaie, vous ne pouvez pas dévaluer. Quand vous dévaluez, en réalité, vous diminuez les prix intérieurs et les salaires aussi, en monnaie internationale. Mais vous ne le diminuez pas nominalement. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne 100, il gagne toujours 100. Simplement, s'il va à l'étranger, il pourra payer pour 90. Il aura perdu 10. Mais politiquement, c'est beaucoup moins coûteux que de dire aux gens, frontalement, tu avais un salaire de 100, maintenant je vais mettre 90. Vous savez, généralement, les gens apprécient assez peu et on les comprend très bien. Et donc, l'ajustement en monnaie commune est un ajustement dur. Ou alors il faudrait un État carrément fédéral. Et donc sur ce plan-là, les fédéralistes ont l'avantage de la cohérence, effectivement, mais c'est la cohérence d'une logique folle, parce qu'ils n'ont pas la base politique, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Donc pour vous, l'Europe, c'est un peu tout ou rien, si on veut rester logique. Oh, c'est pas tout ou rien, c'est faire ce qu'on sent que l'on peut faire, pour lequel on a une base politique, ou un ressenti vrai dans la population, mais qui atteint assez vite ses limites. Ou alors, si on croit ce que je pense être le rêve fédéral, on fait un saut, mais à mon avis, c'est un saut dans le vide. Alors, je voudrais parler d'un candidat à la primaire en particulier. Il s'agit de François Fillon. Alors, c'est une mesure vraiment précise dont il ne parle pas du tout, ou même, enfin pas beaucoup. Je n'ai jamais entendu l'évoquer, mais c'est dans son programme. Il est, dans sa rhétorique pour une Europe des nations, c'est le titre de son programme pour le sujet économique. Et pourtant, il y a une mesure qui, à moi, me paraît aller à l'inverse de cette Europe des nations, qui est une référence à De Gaulle. Cette mesure, c'est donc organiser une convergence budgétaire et fiscale, et donc, à mon sens, sociale, entre les pays de la zone euro. Et au terme de cette convergence, en fait, François Fillon souhaite, et là je cite son programme, aller vers un trésor européen avec une mise en commun des dettes. Et la question que je me suis posée, c'est qu'une mise en commun des dettes, est-ce que c'est pas un peu une mise en commun du budget, et donc un peu une mise en commun de l'État? Quelles seraient les conséquences de cette orientation politique si jamais elle était une mise en œuvre, et si jamais... je ne sais pas exactement quel est le poids que donne François Fillon à cette proposition. Je dirais que ce n'est pas dans notre débat. Là, je prends la proposition en elle-même, je dirais indépendamment de son insertion dans le programme de François Fillon. Et cette proposition en elle-même, mais comme vous le disiez, en réalité, c'est ce que j'appelle un saut en avant fédéral. C'est clair. Si vous avez si c'est une convergence au sens que les dispositifs sont analogues, ça c'est un autre problème. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est une mise en commun qui est visée. Si c'est une mise en commun, c'est un budget européen. Si c'est un budget européen, là vous avez un système fédéral. Vous sautez dans un système fédéral. C'est concevable intellectuellement. Je pense qu'il n'y a aucune forme de base politique pour faire ça. D'accord, donc vous confirmez bien que c'est cette mesure, donc on ne parle pas de François Fillon, mais vraiment de cette mesure en elle-même, est vraiment un grand pas vers le fédéralisme. C'est une mesure fédérale, c'est-à-dire que quelqu'un qui est fédéraliste européen, très logiquement propose ça. Et il a raison dans son optique qui est de dire, si je suis fédéraliste, je pense que l'euro était bon, et donc je veux rajouter cette nouvelle couche. Moi je pense au contraire que l'euro était déjà un pas de trop. C'est difficile d'en sortir, c'est ça le gros problème, c'est très difficile d'en sortir. Mais encore rajouter une couche, c'est vraiment rajouter une erreur sur une erreur. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas la base politique du tout, non seulement pour faire prendre la décision, mais pour la faire vivre après. On l'a vu avec l'euro, il y a eu la base politique pour faire l'euro, mais pas pour le faire vivre après, puisqu'on voit que c'est tiraillé entre des réalités politiques complètement différentes. Et donc aujourd'hui, puisque vous parlez de l'euro, est-ce que vous pensez que ce serait une mauvaise chose d'en sortir? Je pense que si on pouvait en sortir par un coup de baguette magique, il faudrait le faire.
L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. C'est-à-dire que le changement de monnaie pour rentrer dans l'euro est techniquement assez faisable s'il est fait professionnellement. Et il a été fait professionnellement. Mais pour sortir, il ne suffit pas d'être compétent, professionnel, d'avoir de très bonnes administrations, etc. Ça, ce n'est pas la question. La question est que c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous avez, à partir du moment où vous annoncez que vous allez baisser la valeur de la monnaie, vous allez avoir d'une part tout un ensemble des gens qui ont intérêt à faire fuir leur argent vers l'étranger, oui. Mais ça peut être vrai au niveau du français moyen, ce n'est pas uniquement oui. Les milliardaires. Le français moyen aura le plus grand intérêt à mettre son argent en Allemagne, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Italie, là où il veut. Et il n'y a pas moyen de geler les... Si vous mettez, il faudrait mettre immédiatement un contrôle d'échange très sérieux, donc extrêmement rigide, c'est-à-dire bloquer une grande partie des mouvements d'argent pendant probablement plusieurs mois. Mais deuxièmement, vous aurez un problème politique, c'est que, encore une fois, quand vous dévaluez, la dévaluation ne se voit pas. Tandis que là, les gens, du jour au lendemain, vous allez leur poser la question politique consistant à dire, voilà, tu as sur tes économies, mettons, 50 000 euros, et bien maintenant, je vais le remplacer par 50 000 francs qui va valoir en valeur internationale 20% de moins. Les gens sont assez réticents, et c'est bien ce qui est arrivé à M. Tsipras en Grèce. La principale chose qui lui a fait céder devant l'Europe, c'est que les gens voulaient bien l'appuyer pour refuser les mesures de rigueur, mais ne voulaient pas sortir de l'euro. Donc il y a bien un danger, même si on gelait ces Même si techniquement vous avez tous les moyens pour bloquer tous les mouvements de capitaux, ce qui déjà créerait énormément de mécontentement, mais vous avez un problème de base, c'est que les actifs de toute la population sont forcément réduits et par une décision qu'ils doivent prendre consciemment et non pas passivement comme dans une dévaluation. Et c'est pas compensé par la baisse des prix ? Eh bien non, ça traîne logiquement. Une fois que vous avez fait votre dévaluation, les prix montent, ils ne baissent pas. Puisque les prix des objets internationaux, les prix en monnaie courante chez vous ne bougent pas, puisque il y a pas au premier degré. En revanche, les prix de toutes vos importations augmentent. Alors d'accord, il est plus facile d'exporter, mais vos prix, a priori, augmentent, évidemment. Donc c'est une baisse du pouvoir d'achat. Une baisse du pouvoir d'achat, mais c'est l'objectif. Si vous avez envie de sortir de l'euro pour la plupart des pays en dehors de l'Allemagne, c'est parce que vous pensez que vous êtes déséquilibré, que vos prix sont trop élevés. Vos prix, vos salaires, etc. sont trop élevés. Sinon, ce n'est pas la peine de sortir. Et donc, vous voulez les baisser. Donc, c'est bien pour ça que vous le faites. Et donc, ça se produit. Et donc, les gens n'apprécient pas. Non, la seule sortie qui serait en sens inverse, c'est la sortie de l'Allemagne ou des pays analogues. Parce qu'en Allemagne, ce ne serait pas du tout le même phénomène. Parce que si l'Allemagne voulait sortir, tout le monde sait que le Deutschmark serait plus apprécié que l'euro. Donc au contraire, les capitaux afflueraient en Allemagne, ils devraient les refuser, et les prix baisseraient en Allemagne. Donc en fait, c'est l'Allemagne qui est la grande gagnante au niveau de l'euro. Oui, alors c'est pas qu'ils ont triché, c'est comme ça, mais le problème de ce genre de mécanisme, c'est qu'il y a un gagnant et il est très difficile d'ajuster. Alors que quand vous avez des monnaies diverses, les perdants d'un moment ont une deuxième chance, c'est qu'en dévaluant, on tient compte du fait qu'ils ont perdu et ils repartent avec des chances, puisqu'ils repartent avec des conditions de compétition beaucoup plus proches. Alors, merci beaucoup. On va passer encore un sujet assez différent, mais qui reste dans le thème économique. Jean-Frédéric Poisson prône le revenu universel. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Toujours en mettant à part la question du candidat qui propose, moi je suis spontanément assez réticent à l'idée, et je crois que la plupart des Français sont sur cette ligne-là, à l'idée de poser comme principe clair et absolu qu'on gagne un revenu en ne faisant rien en échange. C'est choquant. Il est normal qu'on donne qu'on paye, qu'on utilise de l'argent pour aider des gens dans le besoin, mais c'est en fonction du fait qu'ils sont dans le besoin. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc je suis réticent à l'égard de l'idée. Je vois l'intérêt de simplification éventuelle. Ceci dit, dans le système à la française, nous sommes constitués de manière telle que si on remplaçait tout un ensemble de prestations par le revenu universel,
Je suis prêt à parier que 5 ans après, il y aura le revenu universel et à côté de lui, de nouveau, une série de prestations, tout simplement parce que les situations ne sont pas les mêmes. Je prends un exemple, par exemple, vous allez moduler selon les familles, vous allez moduler selon un certain nombre de besoins. Vous allez, il me semble, regarder les revenus qu'il y a par ailleurs. Et donc, forcément, vous allez avoir quelque chose d'assez diversifié. Donc, la simplicité, qui est finalement la seule qualité du revenu universel, vous ne l'aurez pas. Et encore une question, est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui, politiquement et économiquement, de baisser les dépenses de l'État de 100 milliards d'euros, 110 milliards d'euros, comme le proposent certains candidats? Mais je pense que le problème principal, c'est d'être clair auprès des Français sur ce que l'on veut faire. Et être clair, je pense que ça veut dire d'abord dire pourquoi on baisse, et on ne baisse pas uniquement pour faire une purge financière. On baisse parce qu'on considère qu'on a trop dépensé, c'est-à-dire que l'État fait des choses qu'il ne devrait pas faire ou en faire moins. Et et à ce moment-là, il faut expliquer pourquoi on le fait. Ça peut être parce qu'on a mal géré l'argent, ça peut être parce qu'on a mal géré les priorités. Il faut expliquer pourquoi on le fait. Ça, les candidats le font assez bien. Mais Non, mais par exemple, je reprends mon sujet de l'éducation. Ils ne sont pas assez clairs sur ce qu'ils veulent, quel est le sens de la réforme qu'ils font de l'éducation elle-même, dont le budgétaire n'est qu'une dimension. Autrement dit, il faut remettre le budgétaire dans le cadre du politique. Il faut que le résultat budgétaire soit une très sensible baisse des dépenses, ça c'est sûr, pour des raisons financières, mais on ne peut pas regarder tout sur la base du seul financier. Le financier dit il faut baisser, on dit très bien, mais par ailleurs, je révise mes priorités. Le point principal, c'est la révision des priorités. Elle passe avant le côté comptable. C'est comme dans une entreprise. Le résultat comptable est évidemment très important. Si vous êtes en déficit, l'entreprise finit par sauter à la fin. Mais la gestion de l'entreprise, ce n'est pas d'abord la comptabilité. C'est qu'est-ce que je veux développer comme produit, avec quels moyens. Mais là, c'est quelle action publique je veux avoir, avec quelle priorité. Puis à ce moment-là, j'en déduis du budgétaire sous cette conditionnalité qui est de réduire parce que je dépense trop. Et en fait, les candidats, j'entends bien ce que vous dites, mais ne se placent pas tellement dans cette optique. Je vais prendre l'exemple d'Alain Juppé qui, dans son programme, dit explicitement qu'il va réduire de 85 milliards le budget de l'État, mais il explique, il dit vraiment textuellement que la manière dont il le fera, le détail de la loi qui implémentera en fait cette baisse de budget, il ne le donnera qu'après avoir été élu. Je dirais, sans commenter encore une fois les candidats, tel que vous me le présentez, moi je ne ferai pas ça. Moi je recommanderais l'inverse. C'est-à-dire que s'il s'agit de décisions de politique fondamentale, il faut l'annoncer clairement. Ce n'est pas simplement une question d'honnêteté, mais c'est une question aussi de calcul politique. C'est-à-dire que si vous annoncez clairement que vous allez avoir telle et telle politique, vous pouvez après expliquer « je l'avais présenté, donc j'ai une approbation populaire sur ce que j'ai présenté ». Si vous ne l'avez pas présenté, vous avez une approbation populaire sur ce que vous avez dit, mais pas sur les détails, puisque vous ne l'avez pas dit. Donc après, vous risquez d'avoir pas mal d'obstacles. Ce genre de raisonnement ne peut avoir, à mon avis, de sens que si vous êtes que sur de la rationalisation technique, parce qu'à ce moment-là, s'il s'agit d'améliorer des processus dans l'administration ou ailleurs, effectivement, c'est du détail technique. Mais ce n'est plus du tout les mêmes sommes, évidemment, à ce moment-là. Ça n'a plus rien à voir. Et d'ailleurs, on remarque que les candidats comme Alain Juppé, mais ce n'est pas du tout le seul exemple, ont tendance à beaucoup détailler les baisses d'impôts, qui font plutôt plaisir, on va dire, à la population, mais à beaucoup moins détailler les baisses de dépenses publiques qui vont toucher concrètement certains secteurs de l'administration. Oui, alors, le processus des primaires, évidemment, ne joue pas favorablement, parce que dans les primaires, vous êtes sous le feu de vos concurrents, mais qui, demain, seront supposés être dans votre camp. Donc, il est évident que les candidats ont une tendance à éviter de prêter le flanc à la critique de leurs actuels concurrents. La chose, à mon avis, sera différente une fois que les primaires seront terminées, et quel que soit l'élu, parce que l'élu aura une marge de liberté beaucoup plus grande. Bien sûr, il sera pouvoir être critiqué par les autres, par la gauche, par le Front National, dans le cas des Républicains,
ainsi de suite. Mais c'est une critique de quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas son soutien politique et de notre camp. Et donc, il y aura à ce moment-là une marge de manœuvre plus grande pour les candidats pour détailler un peu plus ce qu'ils veulent faire. Et je pense que c'est souhaitable pour qu'ils aient ce qu'on appelle une porteuse politique, c'est-à-dire qu'ils aient un mandat suffisamment clair pour faire des choses. Par exemple, si vous voulez augmenter les budgets militaires, il vaut mieux le dire. Si vous voulez réduire les budgets militaires, contrairement à ce que moi je pense, mais on peut avoir d'opinions différentes, si vous voulez les réduire, il vaut mieux le dire. Si quelqu'un veut réduire très sensiblement le budget de la police, il vaudrait peut-être mieux le dire dès maintenant, parce que ça va intéresser les gens à la sortie. Donc, et si inversement vous voulez doubler le budget de la police, il vaut mieux le dire aussi. Vous voyez, je pense qu'il y a ce besoin-là pour avoir cette espèce de tampon populaire, non pas sur les détails, mais sur le principe et le cadre général. Donc c'est tout dire avant pour tout faire après, comme ils disent. Dire le plus possible. Alors, encore une fois, c'est un niveau de principe, mais c'est un niveau de principe qui n'est pas de dire j'économise X dizaines de milliards. C'est je pense que telle et telle chose est importante, je pense y mettre une priorité forte, et je vais en conséquence proposer telle ou telle famille de mesures. Et à ce moment-là, il regarde s'il a une approbation ou pas. Très bien, merci beaucoup. Okay. Et oui. Est-ce que vous pourriez nous donner, pour conclure un petit peu, les mesures les plus importantes que vous prendriez si jamais vous aviez à vous occuper de la situation économique de la France? Je pense que le plus important et le plus urgent, c'est l'éducation. Mais en termes de réforme de l'éducation, pas principalement budgétaire, comme je le disais tout à l'heure. Il y a manifestement une question sur les ministères régaliens, c'est-à-dire l'armée, la police et la justice. Je prends le cas de la justice. Il est clair que nous dépensons beaucoup moins pour mieux payer nos magistrats, pour en avoir plus, pour avoir des prisons qui soient convenables, et ainsi de suite, et plus nombreuses que ne le font les pays voisins. Donc nous avons manifestement des problèmes là, qui sont des problèmes aussi quantitatifs. Ça me paraît des points très très importants. Sur le plan économique, le point principal, c'est évidemment de desserrer la formidable poids de la réglementation qui existe dans ce pays et qui rend les choses beaucoup plus difficiles qu'ailleurs. On en parle tout le temps, mais encore faut-il le faire. Très bien, merci beaucoup Pierre Delozin pour cette interview.